Je m'appelle Frank Miller et à 68 ans, je pensais avoir compris le sens de ma vie. C'était une vie tranquille, marquée par un grand amour, remplie de l'odeur de la chure et de la satisfaction d'un joint bien roulé. Mais ce soir-là, lors du dîner organisé par mon fils, ma belle-fille m'a pointé du doigt et a appelé la sécurité. Éloignez ce vieux de la table, a-t-elle sifflé, sa voix coupant court aux conversations polies. Mon propre fils, David, un homme dont les études universitaires ont été financées par les échardes sous mes ongles, est resté là, le visage masqué par la honte et le silence. Ils ont vu mes vêtements simples et mes mains calleuses, et ont supposé que j'étais impuissant. Ils ont confondu mon chagrin avec de la faiblesse, ma vie tranquille avec une vie vide. Ils ne savaient pas que depuis 6 mois, depuis le décès de mon meilleur ami et associé John, j'avais discrètement hérité de ses 60% de part dans Starlight Designs, l'entreprise qui payait le salaire à 6 chiffres de ma belle-fille. Alors que leur agent de sécurité m'escortait gentiment hors de la maison que j'avais aidé à acheter, je n'ai pas ressenti de rage. Je ressentais une concentration froide et claire. Ils avaient confondu ma patience avec une permission et j'étais sur le point de leur donner une leçon magistrale sur la différence. Avant de poursuivre cette histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous la regardez. Et n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner si vous pensez que la valeur d'une personne se mesure à son caractère et non à son portefeuille. L'appel est arrivé un mardi. J'étais dans mon atelier, le petit garage que j'avais transformé en sanctuaire de cèdre et de chêne. L'air était chargé de l'odeur propre du bois fraîchement raboté. Mes mains, bien que plus lentes qu'auparavant, étaient fermes tandis que je travaillais un morceau de cerisier, obtenant une courbe lisse à partir du grain tenace. C'était mon œuvre, le travail silencieux, la conversation prévisible entre l'homme et la matière. La sonnerie aiguë du téléphone était une intrusion, un son provenant d'un monde que j'essayais généralement de garder à distance. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon et j'ai regardé l'écran. David, un nœud dont je n'avais pas conscience, se forma dans mon estomac. Nous ne nous parlions pas beaucoup ces derniers temps. Mes appels aboutissaient souvent à la messagerie vocale et je recevais quelques heures plus tard un SMS qui ressemblait à une réponse automatique. Je répondis « Salut papa ». Sa voix avait cette chaleur suave et travaillée qu'il utilisait avec ses clients. C'était la voix d'un homme qui vendait quelque chose. « David, tout va bien? »« Oui, oui, tout va très bien. Écoute, Vanessa et moi recevons quelques personnes samedi. Un dîner. C'est assez important. » Je pouvais entendre son hésitation, le choix minutieux de ses mots. Je me suis appuyé contre mon établi. Le bois de cerisier était frais contre mon dos. Important. Comment ça? Eh bien, le patron de Vanessa, M. Peterson, sera là. C'est très important pour elle. Une chance de vraiment l'impressionner. Je suis resté silencieux. Je savais ce qui allait suivre. On aimerait vraiment que tu sois là, papa. Ça compterait beaucoup pour nous. J'ai regardé autour de moi dans mon atelier, les manches usées de mes ciseaux, les rangées bien ordonnées de rabots à main, la photo encadrée de ma défunte épouse Sarah qui souriait depuis l'établi. Ses yeux sur la photo semblaient contenir un doux avertissement. Puis j'ai repensé à la dernière fois où j'étais allé chez eux pour l'anniversaire de mon petit-fils. J'avais passé toute la soirée sur une chaise de jardin à regarder David et Vanessa discuter, tandis que mon petit-fils fixait sa nouvelle tablette. Je me sentais moins comme un grand-père que comme un meuble qu'ils avaient oublié de ranger. Papa, tu es là? Je suis là, je ne sais pas, fiston. Ce genre de choses, ce n'est plus vraiment mon truc. C'est juste un dîner. Papa, essaie juste de t'habiller un peu. Voilà, c'était là. La véritable demande cachée sous la demande polie. Ne sois pas toi-même. Sois une version de toi-même qui ne nous embarrasse pas. J'entendais Vanessa en arrière-plan, un murmure aigu et doux. Dis-lui qu'il est important pour nous de ressembler à une famille. David s'est éclairci la gorge. Vanessa dit qu'il est important que nous ressemblions tous à une famille. Ces mots étaient ceux d'un perroquet dépourvu de toute conviction personnelle. Toute une vie de sacrifice défilait dans mon esprit. La vente des 10 acres que mon père m'avait laissés pour que David puisse obtenir son MBA sans s'endetter. 2 ans de travail le week-end pour lui donner le capital de départ de sa première start-up qui a échoué. Une perte que je ne lui ai jamais reprochée. Je l'ai fait parce qu'il était mon fils, parce que je croyais que lui donner un meilleur départ lui permettrait de devenir un homme meilleur. Le silence s'éternisait. D'accord,
ai-je fini par dire, le mot ayant le goût de la sueur. Je viendrai. Super, papa. C'est génial. Sois toi-même. Tu sais qui tu es à ton meilleur. Il a raccroché avant que je puisse lui demander à quoi je ressemblais à mon pire. J'ai posé le téléphone et j'ai pris mon rabot à main. Mon meilleur moi, pensais-je, était l'homme qui construisait des choses. L'homme dont ils avaient décidé depuis longtemps qu'il ne valait pas la peine d'être montré. Je choisis mes vêtements avec soin, non pas pour les impressionner, mais pour m'honorer moi-même. Une chemise en flanelle propre et repassée, mon meilleur pantalon kaki et les bottes en cuir que j'avais depuis 20 ans, huilées et cirées jusqu'à briller d'une dignité discrète. À mon arrivée, le voiturier de leur immeuble regarda ma Ford vieille de 10 ans avec une pitié professionnelle qui me fit comprendre que j'étais déjà hors de propos. Leur appartement était au 12e étage, avec une vue qui s'étendait sur les lumières de la ville comme un tapis de diamants. L'air à l'intérieur était chargé de l'odeur d'un parfum coûteux et de plats préparés par un traiteur. C'était une belle démonstration de réussite. Vanessa m'a accueilli avec un baiser sur la joue qui n'a pas tout à fait atteint sa joue, ses yeux parcourant ma chemise avec une micro-expression de déception. « Papa, tu as réussi », dit-elle, avec un sourire aussi éclatant et dur que les plans de travail en marbre de sa cuisine. Elle me présenta à quelques personnes avec une vague familiarité. Voici le père de David, Frank. Elle ne mentionna jamais ce que je faisais, ce que j'avais passé ma vie à construire. Pour eux, je n'étais qu'un préfixe, le père de David. La soirée se prolongea. Je me tenais près de la fenêtre, un verre de soda à la main, me sentant comme un fantôme à un festin. David tenait salon près de la cheminée, racontant une anecdote sur un récent voyage d'affaires à Singapour. Ses auditeurs riaient aux moments opportuns. C'étaient ses semblables, des gens qui comprenaient le langage des stock options et des plus-values. Je l'observais et ressentais une douleur familière. Il avait la vie que j'avais souhaitée pour lui. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que dans sa nouvelle vie, il n'y avait pas de place pour l'homme qui avait construit l'échelle qu'il avait gravie. Le point de rupture, lorsqu'il est survenu, a été silencieux. Nous étions assis pour dîner autour d'une longue table en acajou poli. Monsieur Peterson, le patron de Vanessa, un homme à la voix douce et au regard intelligent, admirait la table elle-même. C'est une pièce magnifique, a-t-il dit en passant la main sur le finilis. Italienne, je présume, a répondu Vanessa, rayonnante, flattée par son compliment. Oui, nous l'avons importée. Je connaissais cette belle, j'ai reconnu le grain, le subtil motif en œil de perdrix du bois. Elle n'était pas italienne. C'était du noyer noir américain, un bois réputé difficile à travailler. Et je connaissais l'assemblage. Je l'avais déjà vu dans un petit atelier du Vermont il y a des années. Sans réfléchir, l'artisan en moi a pris la parole. C'est une belle pièce, ai-je dit doucement, ma voix entrant dans la conversation pour la première fois. Du noyer américain, même si on le devine à la façon dont le grain change près des joints. Un artisan du Vermont, je crois. Il a une façon très particulière de travailler ses queues d'aronde. Le silence s'est fait autour de la table. Monsieur Peterson s'est penché en avant, intrigué. Vraiment? Comment pouvez-vous le savoir? Avant que je puisse répondre, le rire de Vanessa a retenti. C'était un son aigu et cristallin. Oh, papa, dit-elle d'une voix empreinte d'une douceur condescendante. Toujours le menuisier. Il voit du bois et oublie ses manières, puis elle se tourna vers son mari. Son sourire avait disparu, remplacé par une expression tendue et furieuse. David, dit-elle d'une voix basse, mais qui porta à travers la table. Peux-tu appeler la sécurité, s'il te plaît? David a figé sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Quoi, Quoi? Pourquoi? Vanessa ne m'a pas regardé. Elle a gardé les yeux fixés sur David, sa voix s'abaissant à un murmure théâtral que tout le monde pouvait entendre. Parce que je voudrais que ce popper soit retiré de ma table. Il embarrasse nos invités. Le mot est resté suspendu dans l'air. Popper. Le silence qui a suivi était absolu. M. Peterson baissa les yeux vers son assiette, le cou rougissant. Les autres invités fixaient leur verre d'eau, le plafond, n'importe quoi sauf moi. Je regardais mon fils. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés, avec une panique familière et impuissante. Il ouvrit la bouche puis la referma. Il ne fit rien. Il ne dit rien. Il resta simplement assis là, invité, face à la cruauté de sa propre femme. Je posais lentement et délicatement ma serviette à la côté de mon assiette. Je me levai.
Ma chaise ne fit aucun bruit sur le tapis épais. Je regardais Vanessa dont le visage était un masque de triomphe froid. Je regardais David, qui refusait de croiser mon regard. Je ne dis pas un mot. Je n'avais pas besoin de parler. Mon silence était un verdict en soi. Je me retournai et sortis de la salle à manger. Mes pas étaient le seul bruit dans une pièce remplie de gens qui avaient choisi de ne pas entendre. Alors que j'atteignais la porte d'entrée, j'ai entendu le murmure de Vanessa, aigu et victorieux, me suivre dans le couloir. Tu vois, problème résolu. Les 2 heures de route pour retourner de mon côté de Phoenix se sont déroulées en silence. Les lumières de la ville de Scottsdale s'éloignaient dans mon rétroviseur, telle une constellation scintillante et indifférente. La douleur des paroles de Vanessa et le poids du silence de David ont commencé à s'estomper. Ce n'était pas que la blessure était en train de guérir. Elle se transformait simplement en autre chose. Une cicatrice, dure, insensible et permanente. Lorsque je me suis garé dans l'allée de ma petite maison en briques, la douleur avait laissé place à un calme étrange et inhabituel. C'était la clarté tranquille qu'un homme trouve après que la fièvre soit tombée. Je n'avais plus le cœur brisé. J'étais simplement fini. La maison était fraîche et sombre, avec une légère odeur de chure et de cire au citron que ma femme Sarah adorait. Je n'ai pas allumé la télévision. Je ne me suis pas servi un verre. J'ai traversé le salon, passé le fauteuil usé où je lisais le journal tous les matins, et je me suis rendu directement dans mon bureau. Ce n'était pas vraiment une pièce, plutôt un coin aménagé, mais c'était le mien. Les murs étaient tapissés de livres sur le travail du bois et l'histoire. Sur le bureau, une seule photo de Sarah prise sur les rives du lac Powell, son sourire plus large que le canyon derrière elle. Contre le mur du fond, sous la fenêtre, se trouvait un vieux coffre en cèdre. John me l'avait construit comme cadeau de mariage il y a près de 45 ans. Les assemblages à queue d'aronde étaient si parfaits qu'on ne pouvait pas glisser un morceau de papier entre eux. Je m'agenouillais sur le plancher qui craquait familièrement et soulevais le lourd couvercle. L'odeur du vieux cèdre et du papier me monta au nez, une odeur qui rappelait les souvenirs eux-mêmes. Ce n'était pas un lieu de deuil, c'était un lieu de mémoire. Mes doigts effleurèrent des liasses de vieilles lettres et les fiches de recettes de Sarah jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qu'ils cherchaient. Un lourd dossier en accordéon fermé par un ruban décoloré. À l'intérieur se trouvaient les vestiges d'une amitié qui avait marqué ma vie. Il y avait une photo en noir et blanc, au coin usé par le temps, de 2 jeunes hommes d'une vingtaine d'années couverts de sueur, souriant bêtement devant un atelier à moitié terminé. John et moi, nous n'avions rien à l'époque, si ce n'est un rêve commun et la conviction qu'un bon bois traité avec respect ne vous mentirait jamais. Sous la photo se trouvait une serviette en papier provenant d'un bar qui avait été démoli il y a plusieurs décennies. Sur celle-ci, écrite de la main de John, se trouvait le premier contrat de notre partenariat. Miller and Hayes Custom Woodwork. Nous l'avions signé avec un stylo emprunté, 2 rêveurs, pensant que nous pouvions construire un monde à partir de chaînes et de sueur. Nous y sommes parvenus pendant un certain temps, mais John était le visionnaire, celui qui avait le sens des affaires. J'étais l'artisan, celui qui comprenait le bois. Il a continué à développer Starlight Designs pour en faire un empire du goût et de la précision, tandis que je suis resté fidèle à mon travail manuel, dirigeant ma propre petite entreprise de sous-traitance. Nous n'avons jamais perdu contact. Notre amitié était le seul lien qui ne s'était jamais rompu. J'ai sorti le dernier élément du dossier, une épaisse enveloppe de couleur crème scellée à la cire. On était arrivé par courrier 6 mois auparavant, une semaine après les funérailles de John. Mes mains étaient fermes lorsque j'ai brisé le sceau et déplié la lettre à l'intérieur. L'écriture de John était plus faible maintenant, les lettres s'appuyant les unes sur les autres pour se soutenir. Mais la voix était indéniablement la sienne. « Frank, commençait-elle, si tu lis ceci, c'est que je suis parti construire quelque chose dans un atelier mieux éclairé. J'ai laissé derrière moi les affaires de ce monde, et une partie de celles-ci te reviennent désormais. Starlight Designs était notre rêve, même si mon nom était le seul sur la porte. Tu en étais le fondement. Tu m'as appris la signification de l'intégrité d'une ligne tracée avec justesse. Et c'est pourquoi j'ai fait cela. Mes avocats ont les documents. Mes parts, soit 60% du capital, sont désormais les vôtres. Vous êtes l'actionnaire majoritaire, Frank. Le président du conseil d'administration, si vous voulez le titre. Je sais que vous n'avez jamais voulu occuper le bureau du coin,
Mais l'entreprise a davantage besoin d'une conscience que d'un autre vendeur. Elle a besoin d'une boussole morale. Et vous, mon ami, vous possédez une boussole que ce monde a perdue. Faites ce que vous jugez bon. Protégez ce que nous avons construit. Protégez les gens bien. Je vous fais confiance. Je pliai la lettre et la remis dans l'enveloppe. Pendant 6 mois, je n'avais rien fait. Par chagrin pour mon ami, par réticence silencieuse à entrer dans un monde auquel je ne me sentais pas appartenir. J'avais laissé les actions rester un fait abstrait dans le dossier d'un avocat pendant que je m'occupais de ma vie tranquille. Mais ce soir-là, debout dans le salon somptueux de mon fils, rejeté comme un meuble encombrant, quelque chose avait changé. John ne m'avait pas seulement laissé une entreprise, il m'avait laissé une responsabilité. Il m'avait laissé un ensemble d'outils. Mon regard s'est posé sur une carte de visite usée glissée dans une poche latérale du dossier. George Finney, directeur financier, Starlight Designs. George avait été aux côtés de John depuis le début. Un homme discret et honnête qui comprenait que les chiffres, comme le bois, ont un grain. Si vous les forcez à aller à l'encontre de celui-ci, ils se fendent. J'ai décroché le téléphone. Mon cœur battait régulièrement, comme un tambour. Je n'étais plus le farceur du dîner. J'étais un homme doté d'une boussole morale et j'étais enfin prêt à trouver le nord. J'ai composé le numéro. La sonnerie a retenti 3 fois. Fini. Sa voix était fatiguée, celle d'un homme qui avait travaillé trop tard. George, ai-je dit d'une voix calme et claire. C'est Frank Miller. John Hayes était un de mes amis. Il m'a laissé quelques affaires. Je pense qu'il est temps que nous discutions. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Ce n'était pas un silence de confusion, mais autre chose. C'était le son d'un homme qui expirait un souffle qu'il retenait depuis très longtemps. Quand il finit par parler, sa voix était empreinte d'un soulagement évident. « Frank, dit-il, mon Dieu, je suis tellement content que vous ayez appelé. » George Finney suggéra un restaurant à la périphérie de la ville, un endroit avec des banquettes en vinyle rouge craquelé et une horloge au mur qui indiquait la même heure depuis 40 ans. C'était le genre d'endroit où l'on pouvait discuter sans être dérangé. Il était déjà là quand je suis arrivé, une tasse de café à moitié vide devant lui, une pile de papier dans un dossier bien rangé à côté de son coude. Il semblait plus âgé que dans mon souvenir, les rides autour de ses yeux étaient plus profondes, mais son calme imperturbable était toujours là. C'était le calme d'un homme qui avait vu les marchés monter et descendre et qui savait que le seul véritable atout était son intégrité. « C'est une étoile montante », a déclaré George après que la serveuse eut rempli sa tasse et nous eut laissés dans notre coin tranquille. Vanessa, je veux dire, John a très tôt remarqué son talent. Il a également remarqué son ambition. George choisissait ses mots avec soin, comme un homme maniait un outil à la fois utile et dangereux. Il craignait qu'elle ne soit attachée à rien. « Elle est attachée à mon fils, dis-je, et mon fils est attaché à elle. » George acquiesça lentement, comprenant la géométrie de la situation. « De quoi as-tu besoin, Frank? » Je ne voulais pas prononcer les mots « vengeance » ou « punition ». Il me semblait trop fort, trop maladroit pour ce que je construisais. J'ai besoin de comprendre l'entreprise que John m'a laissée, ai-je dit. Et je veux commencer par son département. Je veux tout voir, George. Chaque projet, chaque note de frais, chaque ligne budgétaire. Je veux savoir ce qu'elle construit avec l'héritage de mon ami. Il ne m'a pas demandé pourquoi il n'en avait pas besoin. Il a simplement fait glisser le dossier sur la table. Je m'attendais à ce que vous me demandiez. Voici un aperçu actuel du département. Mais les documents ne vous donnent qu'une partie de l'histoire. Si vous voulez voir comment elle fonctionne sous pression, il existe un moyen plus propre. Il a bu une gorgée de café. Un audit surprise. C'est une procédure standard parfaitement justifiable avant la fin du trimestre. La raison officielle sera l'optimisation des coûts. La vraie raison est que cela nous permettra d'examiner chaque recoin sans qu'elle sache qui nous a envoyés. Faites-le, ai-je dit. Les mots étaient calmes, mais ils m'ont semblé être la chose la plus lourde que j'avais soulevée de toute l'année. Vanessa a ressenti la chaleur du dîner pendant 2 jours entiers. Dans son esprit, la soirée avait été un succès retentissant. M. Peterson avait été impressionné. Les clients avaient été charmés et le petit problème gênant de son beau-père avait été réglé avec une efficacité rapide et impeccable. Elle est entrée dans les bureaux de Starlight Designs le mercredi matin, se sentant invincible. Sa présentation sur le projet Monarch Hotel Group était prévue pour cet après-midi-là,
Et elle savait qu'elle était parfaite. Ce projet était son chef-d'œuvre, un contrat de plusieurs millions de dollars pour redessiner les halls d'entrée d'une chaîne d'hôtels-boutiques. C'était son ticket d'entrée pour devenir associé senior et accéder au niveau supérieur d'un monde qui la voyait enfin telle qu'elle se voyait elle-même. Elle se tenait debout dans la salle de conférence aux parois de verre, montrant du doigt une représentation d'un escalier en marbre sur l'écran du projecteur lorsque l'email arriva. Il arriva sans cérémonie, avec un objet banal provenant du bureau du directeur financier. Avis d'audit départemental. Elle le lut une fois, puis une deuxième fois, avec un soupçon d'agacement, mais sans crainte. Cela devait venir de Mark, du service des projets commerciaux. Il était jaloux du comte Monarch depuis des mois, ne manquant jamais une occasion de la critiquer lors des réunions. C'était son coup, une tentative mesquine pour la ralentir, pour la faire passer pour quelqu'un de désorganisé. C'était pathétique. C'était aussi un défi. Ce soir-là, elle resta tard au bureau. L'équipe de nettoyage s'affairait autour d'elle, l'odeur de leur nettoyant industriel au citron emplissant le bureau vide. Assise sous la lumière crue des néons, son bureau couvert de feuilles de calcul et de factures, elle vérifiait chaque chiffre, contrôlait chaque reçu. Elle ne donnerait pas à Mark la satisfaction de trouver une seule virgule mal placée. La pression était un carburant familier. Elle travaillait mieux lorsqu'elle avait un ennemi à surpasser. Elle appela David sur le chemin du retour. Le Bluetooth de sa voiture rendait sa voix claire et métallique. « Tu ne croiras jamais ce que Mark essaie de faire », se plaignit-elle. Un audit complet 2 semaines avant la date limite des rapports trimestriels. C'est un jeu de pouvoir transparent. La voix de David à l'autre bout du fil était apaisante et fatiguée. « Fais juste attention, Ness. Ne lui donne rien à utiliser contre toi. » Il ne comprenait pas. Il ne s'agissait pas d'être prudente. Il s'agissait de gagner. L'audit la rendait plus vive, plus concentrée. Elle se méfiait de ses propres assistants, qui vérifiaient leur travail avec une nouvelle précision glaciale. L'atmosphère dans son service était devenue tendue. Les rires dans la salle de pause s'éteignaient lorsqu'elle entrait. Elle était un général se préparant à une bataille qu'elle seule pouvait voir, et elle n'avait aucune idée que l'attaque venait d'une direction qu'elle n'avait jamais pensé devoir défendre. L'audit s'est terminé vendredi. George m'a appelé cet après-midi-là. « Tout est en ordre », m'a-t-il dit d'un ton agacé. Quelques notes de frais gonflées pour des déjeuners avec des clients, mais rien qui puisse éveiller les soupçons. « Elle est prudente, je sais », ai-je répondu. « Ce n'était pas le but. »« Je comprends », a répondu George. Et ça a marché. J'ai maintenant un inventaire complet de tout ce qui se trouve dans son département. Chaque projet, chaque fournisseur, chaque échéance. Il a marqué une pause. « Frank, nous savons où se trouve la poutre principale. C'est le projet de l'Hôtel Monarch. C'est tout son avenir. Si cette poutre se fissure, toute la structure qu'elle s'est construite s'effondrera. » J'ai regardé par la fenêtre de mon atelier le coffre en cèdre que John m'avait fabriqué. Une structure construite pour durer. « Merci, George, dis-je. Maintenant, nous attendons le bon moment pour tester les fondations. » L'audit fut un prélude discret, une ondulation à la surface de l'eau qui laissait deviner le courant sous-jacent. Vanessa l'avait surmonté, convaincue qu'il s'agissait de l'œuvre d'un rival jaloux. Elle n'avait aucune idée que le vent était en train de tourner contre elle. Pendant les jours qui suivirent, je laissais le silence faire son œuvre. Je m'occupais du petit jardin que Sarah avait planté, mes mains trouvant un morceau familier dans la terre. Je pris mon temps à l'épicerie. Je lus un livre sous le porche alors que les soirées d'automne devenaient plus fraîches. J'étais un homme menant une vie modeste et prévisible. Et pendant tout ce temps, le manifeste que George m'avait remis reposait sur mon bureau, un plan détaillé du monde professionnel de ma belle-fille. Le vendredi, j'appelais George à nouveau. Cette fois-ci, nous ne nous sommes pas rencontrés au restaurant. Un coup de téléphone suffisait. C'était un appel pour mettre fin à quelque chose. Et un artisan sait qu'il n'a pas besoin d'un public pour cela. George, ai-je dit d'une voix calme, le projet de l'Hôtel Monarch. En tant que représentant de l'actionnaire majoritaire, je veux que vous le suspendiez pour une durée indéterminée. George n'a pas demandé de raison. Il comprenait l'outil que j'utilisais. « Que dois-je dire à Peterson ?» Il a demandé. « Dis-lui que les nouveaux propriétaires procèdent à une révision stratégique globale de tous les grands projets d'investissement. Dis-lui que ce n'est rien de personnel. Ce sont juste les affaires. Ça va la toucher durement, Frank. »« Je sais, ai-je répondu, et la simple vérité s'est installée dans ma poitrine,
froide et lourde. C'est le but. La nouvelle est parvenue à Vanessa non pas comme un coup de tonnerre, mais sous la forme d'un email professionnel discret, une copie carbone du bureau de M. Peterson. Objet. Suspension du projet. Monarch Auto Group. Elle était en réunion pour présenter des ajustements budgétaires mineurs lorsque son téléphone a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil, son sourire confiant vacillant pendant une fraction de seconde. Elle s'est excusée, la voix un peu trop tendue, et s'est dirigée vers le couloir. Cette fois, ce n'était pas de l'agacement. C'était de la pure panique. Le projet Monarch n'était pas un simple contrat parmi d'autres. C'était son couronnement. C'était le vent qui la rendrait intouchable, celui qui effacerait enfin les dernières traces de la vie bourgeoise qu'elle méprisait. Le voir geler sans raison, sans avertissement, était un coup fatal. Elle essaya d'obtenir des réponses. Elle appela M. Peterson, qui était tout aussi déconcerté et en colère. Il s'était heurté à un mur de silence de la part du bureau du directeur financier. C'est ce nouvel actionnaire mystérieux, s'est-il emporté. Personne ne sait qui il est, mais il a effrayé le conseil d'administration. Elle a essayé le bureau de George, mais son assistant était une forteresse polie de la politique d'entreprise. Monsieur Finney est en réunion. La théorie du rival commercial n'avait plus de sens. Il s'agissait d'un coup de force absolu, d'un fantôme dans la machine tirant les leviers les plus importants. Ce soir-là, la performance soignée de leur vie domestique s'est effondrée. La pression qui s'était accumulée à l'intérieur de Vanessa a finalement éclaté. « Quelqu'un essaie de me détruire, David !» a-t-elle crié en jetant une pile de magazines de design sur le sol. Ce n'est pas seulement un revers, c'est une exécution et tu restes là sans rien faire. David, impuissant face à un problème qu'il ne pouvait résoudre avec son charmant sourire, ne pouvait que balbutier. « Que veux-tu que je fasse, Ness ?» Je ne sais pas qui c'est. Il ressentit le poids familier de sa propre insuffisance, un sentiment qu'il avait passé toute sa vie adulte à essayer de fuir. Et dans ce moment de désespoir, son esprit fit un saut désespéré. C'était une supposition née d'une honte profonde et inavouée. « Peut-être, dit-il lentement, peut-être que c'est mon père. » Vanessa cessa d'arpenter la pièce. Elle le fixa du regard. « Ton père, le menuisier. Ne sois pas ridicule. Que pourrait-il bien faire? Je ne sais pas, répondit David, l'idée faisant son chemin. Mais il a été entrepreneur pendant 30 ans. Il connaît des gens. Et après ce dîner, il était en colère. Peut-être a-t-il fait appel à une vieille faveur et s'est plaint à quelqu'un du comité d'urbanisme. Je ne sais pas. Quelque chose qui a causé un problème. C'était une idée absurde. Un menuisier à la retraite qui fait dérailler un projet d'entreprise de plusieurs millions de dollars. Mais c'était la seule théorie qui permettait à Vanessa de mettre un visage sur son ennemi fantôme. Le vieil homme, le pauper, la relique gênante et embarrassante qui avait osé la corriger devant son patron. Cela avait un sens pervers. Il était amer, il était rancunier, et il essayait de la ruiner. David observait le calcul dans ses yeux. Il lui avait offert une cible, et elle l'avait saisie. Sa panique commençait à se transformer en une rage froide et concentrée. Elle regarda David, sa voix baissant jusqu'à devenir un murmure grave et dangereux. « Prends ton manteau, dit-elle. Nous allons rendre visite à ton père. Il est temps de rappeler à ce vieil homme à qui il a affaire. » Le bruit de leur BMW roulant sur le gravier de mon allée était une insulte en soi. Il était trop fort, trop agressif pour la rue calme où je vivais depuis 40 ans. J'étais dans mon salon, en train d'essuyer la cheminée où se trouvait encore une photo de Sarah. Son sourire reflétait la lumière de l'après-midi. Je ne me suis pas déplacé vers la porte, je les ai laissés frapper. Ils sont entrés comme s'ils étaient chez eux, apportant avec eux un souffle d'air froid et un sentiment de supériorité. David semblait mal à l'aise, ses yeux balayant la petite pièce bien rangée comme s'il était un étranger. Vanessa, en revanche, était un prédateur dans son élément. Elle ne prit pas la peine de me saluer. Ses talons coûteux claquaient sur le parquet avec un rythme impatient. « Ton petit jeu est terminé, Frank, » dit-elle d'une voix aiguë et raffinée. « Nous savons que tu es derrière tout ça. » Elle posa son sac à main de créateur sur le fauteuil où Sarah avait l'habitude de tricoter, un geste désinvolte pour marquer son territoire. Je finis d'essuyer le cadre de la photo avant de me tourner vers eux. Je gardais une voix basse et calme. « Je ne sais pas de quel jeu tu parles, Vanessa. » David s'avança, jouant son rôle de médiateur réticent. « Papa, s'il te plaît, dit-il d'un ton suppliant, arrête.
Quoi que tu aies fait, qui que tu aies appelé, annule tout. Ce n'est pas nécessaire. Inutile. Vanessa eut un petit rire sans humour. Il essaye de saboter ma carrière, David, et tu lui demandes d'être gentil. Elle tourna toute son attention vers moi, les yeux plissés. Je ne sais pas qui tu crois être, mais tu as tiré quelques ficelles. Tu as fait appel à une vieille connaissance de tes années dans le bâtiment et tu as fait geler mon projet. Je veux que tu annules tout ça maintenant. Je laissais ces paroles résonner dans la pièce silencieuse. J'entendais le tic-tac régulier de l'horloge dans le couloir, un bruit qu'ils avaient depuis longtemps cessé d'entendre. Je regardais son visage furieux, puis celui de mon fils, anxieux. Je n'admis rien. Je ne niais rien non plus. Je m'assis simplement dans mon fauteuil, celui dont les accoudoirs usés connaissaient la forme de mon corps, et posai une question simple. Pourquoi ferais-je cela? Vanessa était prête à répondre. Elle avait répété la liste de mes prétendus péchés. Pourquoi? Elle a ricané. Parce que tu es amer, Frank. Parce que tu étais gêné au dîner et que tu ne supportes pas que nous ayons construit une vie dont tu ne pouvais que rêver. Tu es jaloux et tu essaies de nous punir parce que nous n'avons plus besoin de toi. Je l'ai laissé finir. J'ai pris une lente inspiration. Je ne suis pas amer, Vanessa, ai-je dit, d'une voix aussi calme que la surface d'un lac profond. Je suis déçu. J'ai regardé derrière elle, vers mon fils. Un père a le droit d'être déçu lorsque son fils, l'homme qu'il a élevé, reste là à regarder sa femme appeler un agent de sécurité pour le faire expulser de leur maison. Puis j'ai reporté mon regard sur elle. Et un artisan, ai-je dit, laissant le mot flotter dans l'air, celui qu'elle avait utilisé comme une insulte, a le droit d'être déçu quand sa belle-fille, une designer professionnelle, ne sait pas faire la différence entre le noyer noir américain et un plaquage italien bon marché. Son visage s'est empourpré d'un rouge sombre et furieux. David a grimacé comme si les mots l'avaient physiquement frappé. Je n'avais pas fini. Tu parles de ta vie, celle que tu t'es construite. Qui, selon toi, en a posé les fondations? J'ai vendu les 10 acres que mon père m'avait laissés, le seul terrain que notre famille possédait, afin que David puisse obtenir son MBA sans s'endetter. Lorsque sa première entreprise technologique a échoué, j'ai vidé mon compte de retraite pour couvrir ses pertes afin que son crédit ne soit pas ruiné. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai prononcé ces mots comme un homme lisant un registre. Chaque sacrifice était une ligne claire et indéniable. Ce n'étaient pas des investissements, Vanessa. Je n'ai jamais demandé de retour sur investissement. C'était des cadeaux. Et la seule chose que j'espérais en retour, c'était un peu de respect, pas une ovation debout, juste la décence élémentaire de ne pas être traité comme un intrus à la table de mon propre fils. Ils sont restés silencieux. Mes paroles avaient démantelé l'histoire simpliste qu'ils s'étaient racontée, celle où ils étaient les héros qui s'étaient faits eux-mêmes, et moi le vieil homme encombrant et rancunier. Ils étaient venus ici en s'attendant à une dispute, à une joute verbale avec un homme faible qu'ils pourraient facilement dominer. Ils ont trouvé à la place un juge, une autorité tranquille contre laquelle ils ne savaient pas comment argumenter. Vanessa s'est remise la première, sa colère se reformant autour de son orgueil blessé. Cela ne change rien, dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Il y a une réunion du conseil d'administration la semaine prochaine pour présenter la nouvelle direction. Je présenterai mon projet et je les convaincrai. Vous ne pouvez pas m'en empêcher. Je me suis contenté de la regarder. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Je voyais le chemin qu'elle avait choisi. Elle ne pouvait concevoir un pouvoir qu'elle ne pouvait voir, flatter ou manipuler. Son ambition était un bandeau sur les yeux, et elle marchait droit dans le piège que j'avais tendu. David regarda tour à tour sa femme et moi, le visage empreint de confusion et d'une culpabilité naissante. « Ness, nous devrions peut-être partir, » dit-il doucement. Mais elle se dirigeait déjà vers la porte, sa confiance formant un bouclier fragile. Ils sont partis sans un mot. Je les ai regardés par la fenêtre monter dans leur voiture de luxe, leurs mouvements raides et furieux. Ils avaient toujours le contrôle, se sont-ils dit. C'étaient toujours eux qui menaient la danse. Je suis resté dans mon fauteuil longtemps après que leur voiture ait disparu dans la rue. La maison était à nouveau calme, mais cette fois, le calme ne ressemblait pas à de la solitude. Il ressemblait à une stratégie. Vanessa avait raison sur un point. La réunion du conseil d'administration était sa seule chance. Elle allait s'y préparer de manière obsessionnelle. Elle allait mettre tout son talent et toute son ambition dans une seule présentation,
désespérée d'impressionner le nouveau président anonyme. Elle ne se doutait pas qu'elle allait présenter son dossier directement à celui qu'elle avait fait expulser du dîner. La confrontation chez moi les avait ébranlés, mais je connaissais suffisamment Vanessa pour prédire sa prochaine action. Un animal acculé n'apprend pas l'humilité. Il cherche une nouvelle façon d'attaquer. Elle ne pouvait pas accepter un pouvoir qu'elle ne voyait pas, alors elle allait redoubler d'efforts sur le seul pouvoir auquel elle croyait, sa propre performance. Il était temps de lui donner une scène. J'ai appelé George le lendemain matin. Mes instructions étaient simples. George, lui ai-je dit, il est temps d'annoncer l'avenir de l'entreprise. Organisez une réunion obligatoire avec tous les employés vendredi prochain. Il m'a demandé quel serait le sujet, mais je pouvais entendre dans sa voix qu'il connaissait déjà la réponse. Une nouvelle vision stratégique, ai-je répondu, et la présentation de la nouvelle direction. J'ai fait une pause, laissant le poids de mes prochains mots s'imposer. Il ajoute un point spécial à l'ordre du jour, une présentation des projets stratégiques clés pour approbation finale par le nouveau président. George est resté silencieux pendant un instant. Elle verra cela comme sa seule issue, a-t-il dit. Elle mordra à l'hameçon. Je sais, ai-je répondu. C'est pour cela que nous le lui proposons. L'email a été envoyé 1 heure plus tard. Il est arrivé dans la boîte de réception de Vanessa comme une intervention divine. Depuis des semaines, elle luttait contre un fantôme, une puissance sans nom et sans visage qui avait bloqué sa carrière. À présent, cette puissance lui offrait une opportunité, une chance de se mettre en avant. Le nouveau président mystérieux se révélait enfin et il lui donnait l'occasion de plaider sa cause. Dans son esprit, le scénario était clair. La suspension du projet était un test. L'audit était un test. Et cette réunion était son examen final. Si elle parvenait à faire une présentation brillante, si elle parvenait à éblouir ce nouveau président avec sa vision et ses compétences, elle pourrait tout récupérer. Sa carrière, son statut, son contrôle. Sa peur et sa paranoïa s'évaporèrent, remplacées par une montée d'adrénaline et une concentration obsessionnelle. Le monde en dehors de son projet Monarch Hotel cessa d'exister. Elle annula ses dîners avec ses amis. Elle arrivait au bureau avant le lever du soleil et repartait longtemps après que les lumières de la ville se soient allumées. Son équipe fut soumise à des répétitions incessantes de chaque diapositive de la présentation, examina chaque mot de son discours, le mémorisa et le peaufina. Elle préparait la performance de sa vie. David me dit plus tard qu'elle était une femme possédée, les yeux brillants d'une énergie maniaque. Il m'a dit qu'elle parlait dans son sommeil de marge bénéficiaire et d'esthétique du design. Elle était tellement convaincue que son talent était la clé pour résoudre cette énigme qu'elle ne s'est jamais arrêtée pour se demander qui avait construit la porte. De mon côté, j'ai passé la semaine tranquillement. Je me suis rendu sur la tombe de Sarah et j'ai déposé un petit bouquet de fleurs sauvages. J'ai passé un après-midi dans mon atelier à poncer un morceau de noyer ancien jusqu'à ce que le grain soit aussi doux que de la soie sous ma paume. J'ai regardé les feuilles d'automne tomber, chacune lâchant prise sans lutter. Je ne me préparais pas à une bataille. Je me préparais à une correction. George m'a appelé jeudi soir. Le décor est planté, Frank, m'a-t-il dit. Elle est prête. Elle pense qu'elle est sur le point de prononcer le discours qui sauvera sa carrière. Bien, ai-je répondu en regardant les eaux calmes et sombres du lac. Laisse-la faire. La date était fixée. Le piège était tendu et l'actrice principale était occupée à répéter pour un acte final dont elle ignorait que j'avais déjà écrit le scénario pendant que Vanessa aiguisait son ambition pour en faire une arme. Je trouvais la paix dans les endroits calmes. Je n'avais pas besoin de préparer un discours. La vérité n'a pas besoin d'être répétée. Elle a seulement besoin d'un homme prêt à la défendre. La semaine qui a précédé la réunion du vendredi a été pour moi une série de petits rituels nécessaires. Le mercredi, je me suis rendu au cimetière. Le ciel était d'un bleu limpide et l'air automnal était si vif qu'on aurait dit qu'on respirait de l'eau froide. Je me suis tenu devant la tombe de Sarah, une simple pierre tombale en granit sur laquelle était inscrit « Sarah Miller, une vie vécue avec grâce ». J'ai remplacé les fleurs fanées dans le petit vase par une poignée de fleurs sauvages que j'avais cueillies à la lisière du bois. Je ne lui ai pas parlé à voix haute. Je ne l'ai jamais fait. Mais je suis resté là et je lui ai tout raconté dans le silence de mon esprit. Je lui ai parlé du dîner, du mot « popper », du silence de David.
Je lui ai parlé de la lettre de John et du poids de la responsabilité qu'il m'avait laissée. Je lui ai dit que je n'avais pas peur d'eux, mais que j'avais peur de devenir un homme qu'elle ne reconnaîtrait pas dans ma quête pour remettre les choses en ordre. Je pense que tu comprendrais, Sarah. Je pensais que tu avais toujours su faire la différence entre une dispute et une correction. Je suis resté jusqu'à ce que le soleil de l'après-midi projette de longues ombres sur l'herbe, sentant la pierre fraîche sous mes doigts. Quand je suis parti, un sentiment de calme m'avait envahi. Je ne me battais pas seulement pour une entreprise. Je défendais la vie que nous avions construite, les valeurs que nous partagions. Le lendemain, j'ai passé toute la matinée dans mon atelier. J'ai pris un morceau de noyer noir brut, le même bois que leur table à manger prétentieuse, et je l'ai posé sur mon établi. Je n'avais pas de projet en tête. J'avais juste besoin de sentir la conversation entre mes mains et le bois. J'ai commencé avec un rabot à main, le bruit rythmique de la lame qui raclait l'extérieur rugueux. Les heures ont passé et un tas de copeaux parfumés s'est accumulé à mes pieds. Je suis passé du rabot au papier de verre, en commençant par un grain grossier, puis en affinant progressivement, sentant le grain abandonner lentement sa rugosité, devenir plus lisse, plus honnête. Ce travail était méditatif. C'était une façon de prendre quelque chose de chaotique et, grâce à un effort patient et constant, de le mener à un état de vérité indéniable. Lorsque j'ai terminé, le morceau de bois était aussi lisse qu'une pierre de rivière, son grain profond et complexe brillant sous les lumières de l'atelier. Ce n'était qu'un morceau de bois, mais j'avais l'impression d'avoir rétabli un peu d'ordre dans le monde. Ce soir-là, les mains encore imprégnées de l'odeur des noix, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé David. Il a répondu à la deuxième sonnerie d'une voix méfiante. Papa. Et... Ah, David, ai-je dit d'un ton neutre. Il y a une réunion d'entreprise demain chez Starlight Designs, une assemblée générale. Je veux que tu y sois. Il y eut un silence. Pourquoi? En quoi cela me concerne-t-il? Tu es mon fils, ai-je simplement répondu. Ta famille. Je veux que tu sois là en tant que membre de la famille. Il a hésité. Je pouvais entendre les rouages tourner dans sa tête, le mélange de curiosité, de culpabilité et du devoir réticent inhérent à un fils. D'accord, a-t-il finalement dit. D'accord, papa. Je serai là. Je ne l'ai pas remercié. J'ai juste dit bien et j'ai raccroché. Il devait être là. Il devait voir les conséquences finales et complètes des choix qu'il avait faits et de ceux qu'il n'avait pas faits. Avant d'aller me coucher, je me suis tenu dans mon bureau et j'ai regardé la vieille photo en noir et blanc de John et de moi, deux jeunes hommes couverts de sueur et de rêves impossibles. Nous avions construit notre premier atelier avec du bois de récupération et des outils d'occasion, et nous pensions être les hommes les plus riches du monde. Il avait poursuivi son rêve dans les salles de réunion et les gratte-ciels. J'avais gardé les mains dans le bois, mais les fondations étaient les mêmes. Elles reposaient sur une poignée de main, sur la conviction commune qu'il faut agir correctement envers les personnes avec lesquelles on travaille et ne jamais mentir sur la qualité des matériaux. Je vais faire ce qu'il faut, John, ai-je murmuré au jeune homme souriant sur la photo. Pour nous deux. J'ai éteint la lumière. La maison était calme, les préparatifs étaient terminés. Demain, les discussions seraient enfin terminées. Il était temps de leur montrer à quoi ressemblait vraiment une fondation construite pour durer. La salle de conférence de Starlight Designs était à 1000 lieues de mon atelier. C'était une cathédrale de verre et d'acier avec une longue table en obsidienne polie qui reflétait la silhouette de la ville comme un lac sombre et calme. La climatisation ronronnait doucement et la pièce sentait l'argent, une odeur métallique stérile qui n'avait rien à voir avec l'odeur honnête du bois. J'observais tout cela depuis un petit bureau, sur un écran que George avait installé pour moi. C'était mieux ainsi. Je ne voulais pas être présent dans la salle, je voulais être une conséquence. Les employés entraient, le visage empreint d'un mélange de curiosité et d'anxiété. Ils portaient l'uniforme du monde de l'entreprise, des costumes élégants, des robes raffinées, et affichaient la confiance tranquille de ceux qui savent que leur valeur se mesure en rapports trimestriels. J'ai vu David entrer et prendre place au premier rang réservé aux invités. Il avait l'air nerveux, ajustant constamment sa cravate, ses yeux scrutant la pièce comme s'il cherchait une sortie. Il était invité dans un monde qu'il voulait désespérément posséder. Puis Vanessa est montée sur scène. Elle était radieuse.
Elle portait un tailleur blanc sur mesure qui ressortait comme un phare dans la pièce et aux boiseries sombres et au tissu d'ameublement gris anthracite. Sa confiance était palpable. Elle remplissait de l'espace autour d'elle. Elle a souri au public, un sourire chaleureux et travaillé qui promettait le succès. Elle était dans son élément, la star d'un spectacle qu'elle avait mis en scène et produit. Elle croyait de toutes ses forces qu'elle était sur le point de gagner. Je dois admettre que sa présentation était brillante. Elle s'exprimait avec une autorité fluide et naturelle. Les rendus du projet Monarch Hotel étaient époustouflants, élégants, modernes et pourtant intemporels. Elle a guidé le public à travers chaque détail, des boiseries sur mesure aux luminaires personnalisés. Elle parlait leur langage, celui du luxe, de l'identité de marque, de la vision d'un client qui se concrétisait. Elle était talentueuse. Je ne l'avais jamais nié. Mais le talent sans caractère est comme une belle maison construite sur des fondations pourries. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne s'effondre. Quand elle a eu terminé, la salle éclata en applaudissements. Ils étaient sincères. Elle les avait éblouis. Elle se tenait dans la lueur chaleureuse des projecteurs, acceptant leur admiration, le sourire triomphant. Elle avait réussi. Elle s'était sauvée. Puis George Finney monta sur scène. Il était calme et posé, son simple costume gris contrastant discrètement avec le blanc éclatant de Vanessa. Il attendit que les applaudissements s'éteignent. « Merci, Vanessa », dit-il d'une voix posée et professionnelle. C'était une présentation exceptionnelle, vraiment. Vanessa inclina la tête, telle une reine acceptant les louanges d'un sujet loyal. George poursuivit. « Comme vous le savez tous, Starlight Designs a récemment connu un changement important de propriétaire. Un changement qui nous ramène aux principes fondamentaux sur lesquels cette entreprise a été fondée. » Il fit une pause, laissant son regard balayer la salle. « C'est donc un immense honneur pour moi de vous présenter notre nouveau président du conseil d'administration. Il détient désormais 60% des parts de cette entreprise. Il était le plus vieil et le plus cher ami de John Hayes, son premier partenaire commercial et, selon mon opinion professionnelle, l'un des meilleurs artisans que j'ai eu le privilège de connaître. Mesdames et messieurs, Monsieur Frank Miller, je sortis des coulisses. Je portais la même chemise en flanelle simple et le même pantalon kaki que lors du dîner. Le silence dans la salle était absolu. Ce n'était pas seulement l'absence de bruit. C'était une présence physique, une lourde couverture qui étouffait l'air. Tous les regards étaient tournés vers moi. Je voyais de la confusion, de l'incrédulité, puis je regardais Vanessa. Son sourire triomphant était figé sur son visage. C'était un vestige d'un moment passé, un artefact d'un monde qui n'existait plus. J'ai observé son esprit travailler derrière ses yeux, ses calculs frénétiques, alors qu'elle essayait de donner un sens à l'impossible. Le pauper, le vieux charpentier gênant. Son sourire ne s'est pas simplement estompé. Il semblait se fissurer et s'effondrer, révélant la terreur brute et austère qui se cachait derrière. Son visage est devenu pâle, d'un blanc maladif et crayeux. Puis j'ai regardé David. Sa bouche était grande ouverte. Ses yeux étaient écarquillés d'une horreur si profonde qu'elle en était presque comique. Il me regardait comme s'il voyait un fantôme. Le fantôme de tous les sacrifices qu'il avait pris pour acquis, de tous les avertissements qu'il avait ignorés, de toutes les déceptions silencieuses qu'il avait confondues avec l'acceptation. À cet instant bouleversant, il a compris. Il a tout compris. Je me suis avancé vers le podium. Je n'ai pas regardé mes notes. Je n'en avais pas. J'ai regardé la mère de visage stupéfait, puis mes yeux se sont posés sur Vanessa. Ma voix n'était pas forte lorsque j'ai pris la parole. Elle était calme. Elle était claire. « Vanessa, ai-je commencé? » C'était une présentation brillante. Vous avez un œil remarquable pour le design. J'ai laissé le compliment faire son effet. Une petite gentillesse inattendue. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Mais un bon designer, ai-je poursuivi, comprend la valeur de ses matériaux. Un grand leader comprend la valeur des gens. Dans ces deux domaines, vous avez montré un déficit important. J'ai fait une pause, laissant le poids de mes mots remplir la salle silencieuse. Lors d'un dîner, il y a plusieurs semaines, dans une maison construite sur les fondations de l'œuvre de ma vie, vous avez demandé à un agent de sécurité d'éloigner ce pauper de la table. J'ai soutenu son regard. Elle semblait vouloir se recroqueviller pour disparaître, mais les projecteurs la maintenaient en place. Aujourd'hui, dans cette salle de réunion, et je dis d'une voix ferme, je vous demande de vider votre bureau.
Un murmure collectif a parcouru la pièce. Vanessa a légèrement vacillé, sa main agrippant le bord du podium pour se stabiliser. Cependant, ai-je ajouté, car la correction devait être complète, Starlight Designs n'est pas dépourvu de compassion. Nous avons un poste vacant dans la cafétéria de l'entreprise pour un plongeur. Ce poste exige le respect de ce que les autres laissent derrière eux et un engagement à tout nettoyer. C'est peut-être un bon point de départ pour vous. C'était fini. La structure invisible de son monde s'était effondrée. Elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas évanouie. Elle s'est simplement effondrée. Ses épaules se sont affaissées, elle a baissé la tête, et un seul sanglot sec s'est échappé de ses lèvres. Le son était d'un volume déconcertant dans le silence de mort. Le spectacle était terminé, puis David a bougé. Il s'est levé d'un bond et a titubé vers la scène. Pas pour la défendre, ni pour m'attaquer. Il était comme un homme courant vers l'épicentre d'un tremblement de terre, sans savoir pourquoi. Il s'est arrêté au pied de la scène, la main tendue, le visage marqué par la confusion et le désespoir. « Papa, a-t-il balbutié. « Papa, je n'ai pas... » Il n'a pas pu finir sa phrase. Je regardais mon fils. La colère que j'avais nourrie pendant si longtemps avait disparu, remplacée par une profonde et lasse tristesse. Il n'était pas un méchant. C'était juste un homme faible qui avait fait une série de mauvais choix. « Nous parlerons plus tard, David, » dis-je d'une voix plus douce. « Quand tu te souviendras qui tu es. » Le bureau du président, situé au dernier étage du bâtiment Starlight, ne resta pas longtemps un bureau d'angle. En moins d'une semaine, j'ai demandé à George de débarrasser le bureau en verre prétentieux et les fauteuils en cuir inconfortables qui étaient conçus pour intimider et non pour discuter. J'ai apporté mon ancien établi en chêne de chez moi. J'ai disposé mes rabots à main en rangées bien ordonnées sur le buffet. L'air, qui ne sentait autrefois que l'air réfrigéré, était désormais imprégné d'une légère odeur authentique de cèdre et de cire pour bois. Les plans étalés sur mon établi n'étaient pas destinés à des gratte-ciels. Ils concernaient une chaise à bascule que je concevais. Je dirigeais l'entreprise, mais je le faisais à ma façon. Comme je m'y attendais, Vanessa n'a pas accepté le poste à la cafétéria. Le lendemain de la réunion, son bureau était vide. Son nom a été retiré de l'annuaire de l'entreprise. Elle a disparu de la ville, fantôme fait d'ambition et d'un récit brisé. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Environ un mois plus tard, David est venu me voir. Il n'a pas appelé avant. Il est simplement apparu à la porte de mon nouvel atelier, l'air amaigri, fatigué, mais avec une clarté dans les yeux que je n'avais pas vue depuis qu'il était enfant. Le costume coûteux avait disparu, remplacé par une simple chemise de travail et un jean. Il avait quitté son emploi. Il n'a pas donné d'excuses ni de longues explications. Il est resté là un moment, à humer l'odeur du bois. J'ai postulé pour un emploi, a-t-il dit d'une voix calme mais assurée, dans une association à but non lucratif. Ils construisent des maisons pour les familles à faible revenu. Je commence la semaine prochaine comme apprenti. Il a regardé ses mains, douces et sans callosité. Je veux réapprendre à construire quelque chose de concret avec mes mains. Je ne me suis pas levé. Je ne me suis pas précipité pour l'embrasser. Le fossé entre nous était trop large pour être comblé par une simple étreinte. Un pardon facile aurait été un mensonge et nous en avions assez fait. Au lieu de cela, j'ai hoché lentement la tête. J'ai pris le morceau de noyer noir que j'avais poncé la veille de notre rencontre. Celui qui était aussi lisse et régulier qu'une pierre polie. Je le lui ai tendu. Commence par ça, lui ai-je dit. Sens-le. Comprends son grain, son poids, son authenticité. Quand tu comprendras le bois, tu pourras revenir et nous pourrons parler de construire une maison. Il a pris le morceau de bois de ma main. Il l'a tenu avec précaution, le retournant dans tous les sens, ses doigts suivant les lignes que j'avais tracées. Et pour la première fois en 20 ans, quand il m'a regardé, il n'a pas vu un obstacle, une ressource ou un fantôme de son passé. Il a vu son père. Plus tard dans la soirée, longtemps après le départ de David, je me suis retrouvé seul sur le petit balcon devant mon nouveau bureau. La ville s'étendait sous mes yeux, telle une vaste tapisserie scintillante de lumière et d'ombre. Les bruits de la circulation et des sirènes n'étaient plus qu'un bourdonnement lointain et étouffé. Une brise fraîche soufflait entre les gratte-ciels, apportant avec elle la sensation d'un monde en perpétuel mouvement, en constante évolution. Je ne ressentais pas de triomphe. Le goût amer de la vengeance s'était estompé depuis longtemps, laissant place à quelque chose de plus pur.
Je ne ressentais pas de joie. Le prix de cette victoire avait été trop élevé. Ce que je ressentais, c'était une paix profonde, tranquille et inébranlable. La correction était complète. L'équilibre avait été rétabli. La plus grande leçon à tirer de cette histoire est que la dignité d'un homme n'est pas négociable. C'est le fondement sur lequel repose sa vie, et elle ne peut être cédée pour maintenir la paix ou pour subvenir au confort des autres, pas même de la famille. Lorsque vous permettez que vos sacrifices soient considérés comme un droit, vous ne dites pas gentiment. Vous enseignez aux autres que votre respect de soi est une ressource qu'ils peuvent dépenser. Établir une limite n'est pas un acte de guerre. C'est un acte d'autoprotection. C'est le moment où un homme décide que son silence ne sera plus confondu avec une permission. Une limite n'est pas un mur destiné à éloigner les gens pour toujours. C'est une porte qui leur apprend enfin à frapper avec respect avant d'entrer dans votre vie. C'est l'acte silencieux et irréversible de reprendre la clé de votre propre maison et de décider vous-même qui est le bienvenu à l'intérieur.